puis, pour faciliter nos échanges, mais je crois que vous l'avez tous fait, n'hésitez pas à indiquer votre nom et votre structure en vous renommant si nécessaire pour qu'on puisse bien voir, qui vous êtes et comme. Alors, j'ai une première question de Madame Canadas, me semble-t-il. Quels sont les deux autres groupes de travail? Si Raphaël, tu peux prendre la parole pour expliquer rapidement donc, ces deux autres groupes. Oui, donc en simultané, dans d'autres salles, on a un groupe gouvernance transfrontalière, qui est animé par Loïc Deluven, donc de l'Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai, et aussi Pamina, donc Nord-Alsace. Donc c'est Patrice Arster là, qui est aussi l'autre co-animateur. Et ensuite, on a un deuxième groupe qui s'intitule Solidarité transfrontalière, où aujourd'hui, il traite toutes les questions plutôt en lien avec la culture et le sentiment d'appartenance à un territoire partagé. Donc ça, c'était un peu les questions qu'ils vont aborder aujourd'hui. Donc c'est les autres groupes qui se tiennent en simultané en ce moment. Voilà, habituellement, donc on n'est pas en simultané, hein, ça veut dire que vous pouvez passer d'un groupe de travail à un autre. Là, on est dans un format un peu particulier parce que c'est l'Assemblée générale de la Motte donc, qui se tient à Colmar. Et donc, on avait prévu tous de pouvoir utiliser en fait, cette journée pour pouvoir réunir pour la seconde fois nos groupes de travail respectifs. Mais voilà, sachez que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, participer à d'autres groupes de travail. On s'arrangera à chaque fois pour ne pas avoir les mêmes dates de réunion, que ce soit en connexion pendant toute cette crise sanitaire ou en présentiel. Bien évidemment, on le souhaite un jour ou l'autre. Si vous n'avez pas d'autres questions de façon générale sur le groupe, je propose à Marie de prendre la main pour cadrer la séance de la journée et notamment celle de la matinée. Marie. Oui, ok. Je ne projetterai rien, donc on peut laisser ce slide. Je voudrais juste effectivement dire quelques mots pour poser un petit peu le sujet, avant de passer la parole aux intervenantes, et commencer en fait par une référence qui me paraît très intéressante, qui est l'inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, Françoise Boutet-Weiss, qui a écrit en 2017 un rapport à la ministre sur les coopérations universitaires transfrontalières, et plus récemment un article qui est paru aux Annales des Mines sur ce même sujet. Et dans cet article, elle affirme que les coopérations universitaires transfrontalières sont relativement peu connues, malgré le fait que la moitié des universités françaises sont engagées dans des coopérations transfrontalières. Elles sont très variées, évidemment. Certaines sont plus orientées sur l'enseignement, d'autres sur la recherche ou encore la vie étudiante. En tous les cas, depuis 2007, la précédente période de programmation européenne, ces initiatives sont fortement soutenues par le programme Interreg transfrontalier notamment. Très concrètement, aujourd'hui, ces coopérations concernent 34 universités métropolitaines et ultramarines dans 9 régions transfrontalières qui sont éligibles au programme Interreg pour un total, pour cette période actuelle, 1,64 milliard d'euros. Alors, dans son article, Madame Boutet-Weiss souligne que la réussite de ces coopérations est en grande partie le fruit d'un portage politique fort. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. La question que je me pose, c'est comment on qualifie cette réussite, justement. Autrement dit, quels sont les objectifs qui sont poursuivis et est-ce que le point de vue d'une région, un territoire, est la même que celle de l'université en question. Donc, pour avoir quelques éléments de réponse sur ces objectifs poursuivis, bien sûr, on peut en citer plusieurs d'emblée. L'employabilité des étudiants ayant une expérience de mobilité, le développement des territoires, bien sûr aussi, à travers notamment des projets de recherche qui débouchent sur des innovations technologiques, par exemple. La mutualisation aussi des équipements de recherche qui peuvent être coûteux. Et effectivement, en transfrontalier, ça paraît possible.
la mutualisation ou la complémentarité des compétences, évidemment, qui peut être recherchée, la richesse de la vie étudiante aussi, hein, pour revenir sur l'approche d'un territoire, qui peut donc contribuer à l'effervescence finalement d'un lieu donné. Et bien sûr, et je pense que tout le monde sera d'accord sur aussi cet objectif-là, la différenciation que ces coopérations accordent aux établissements et aux territoires et l'attractivité qui en découle. Donc l'enjeu est là aussi de faire converger la notoriété des établissements avec celle des territoires, probablement. Bon, évidemment, il y a des obstacles à la coopération universitaire aussi, vous en êtes sans doute encore plus conscient que nous. Donc la langue, qui peut être une difficulté sur certaines frontières, qui n'est pas le cas forcément pour la région qui nous concerne, l'arc jurassien franco-suisse, mais c'est le cas bien ailleurs. La mobilité et la discontinuité parfois des infrastructures qui posent problème pour la mobilité et la différence des coûts de vie aussi. Une autre problématique pointée par Mme Boutevaille, c'est aussi la différence dans l'organisation des cycles selon les pays, en ce qui concerne aussi la réglementation des stages, l'approche des contenus, de la formation ou encore les modalités d'évaluation. Et enfin, et c'est vrai aussi, la France étant un pays très centralisé comparé à ses voisins, l'organisation administrative diffère sans doute aussi avec les établissements des pays voisins. Donc malgré tous les acquis qui sont réels et nombreux, on peut penser aux tutelles de thèse, aux cursus à double diplôme qui ont été mis en place, ou encore les cartes étudiantes uniques. Ça relève donc, affirme Mme Boutevaille, du parcours du combattant parfois quand même. Les stratégies de coopération transfrontalière définies et mises en œuvre par les établissements et dont on va entendre parler donc ce matin par les intervenants peuvent placer les curseurs donc sur des priorités qui leur sont propres et les interventions reflètent aussi probablement une diversité des modèles de coopération. Alors des coopérations plus ou moins ponctuelles, encouragées par Interreg, jusqu'à la création d'une entité juridique commune, et en passant parfois par l'étape intermédiaire de l'accord cadre. Donc, l'articulation des objectifs des établissements engagés dans les coopérations avec ceux des territoires me paraît personnellement être un point d'attention pour les échanges de cette fin de matinée, à savoir dans quelle mesure ils peuvent converger, et comment cette convergence, si elle est avérée, se traduit ensuite en aide financière, un accompagnement pour faciliter les modalités de transport, la vie étudiante, la vie associative, ou même la participation à la définition d'une stratégie. Donc, les 4 interventions qu'on entendra ce matin couvrent une grande partie des frontières françaises, avec des différences linguistiques parfois, avec un historique qui est plus ou moins long. Tous, je pense, ont en commun l'emploi des fonds Interreg comme instrument fréquemment utilisé. Et puis, effectivement, je suis ravie aussi d'avoir des témoignages croisés des collectivités et des représentants des universités. Je propose, parce que le temps avance, qu'on passe tout de suite la parole à la première intervenante, qui est Arula Urdangarin. J'espère ne pas faire du mal à votre nom, excusez-moi. Donc de l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et Navarre. Tout à fait. Donc, je vais partager mon écran, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. J'arrive. Attendez, j'essaye. Pourquoi je ne peux pas le partager? Là. C'est parfait. C'est bon? Parfait.
Donc, bon, tout d'abord, je me présente. Je suis Arola Urdangarin, directrice de l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre. Donc, un GECT qui, voilà, on est dans la frontière franco-espagnole entre les régions de Nouvelle-Aquitaine, le territoire d'Euskadi et de la Navarre en Espagne. Donc, tout d'abord, juste une très, très brève introduction parce que finalement, on est en GECT. Là, je vois que d'autres intervenants, c'est plutôt des universités. Donc, pourquoi et qu'est-ce qu'on est? On est un GECT, un groupement européen de coopération territoriale et une eurorégion. Donc, un espace de coopération, on va dire, pour construire des projets qui, toujours en contribuant au développement conjoint, on va dire, et des trois territoires et du territoire transfrontalier de l'eurorégion. Donc, nous, l'eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre, elle a été créée en 2011 et on était à l'époque l'eurorégion Aquitaine-Euskadi, donc voilà, juste avec deux territoires. Mais en 2016, et donc avec la fusion des régions en France, on va dire, on est passé Nouvelle-Aquitaine-Euskadi, donc déjà le territoire s'agrandissait. Et en 2017, on a été rejoint par la Navarre. Donc notre territoire encore, il s'est agrandi. J'explique ça parce que ça va être quelque chose de très important pour notre structuration de la coopération universitaire. Donc, pour que vous voyez un peu le territoire qu'on occupe aujourd'hui, et on a une superficie de plus de 100 000 km², et on a presque 9 millions d'habitants et on regroupe 11 universités. Donc, 11 universités dans le sens large du mot université. Donc, on va parler plutôt des centres d'enseignement supérieur et recherche. Et dans ces 11 universités, on a des centres rattachés, des différentes facultés, des campus différents, etc. Donc, ça fait que les universités soient vraiment très, très, très présentes dans notre territoire. Et elles nous ouvrent vraiment beaucoup de possibilités de coopération et de collaboration. Donc, on compte autour de 250 000 étudiants, ce qui nous fait vraiment beaucoup de possibilités de coopération. Et donc, notre travail est fixé et guidé par notre plan stratégique 2014-2020 qui sera actualisé en 2021. Donc, on passera au plan stratégique 2021-2027. Et ce plan stratégique est décliné ou il est construit autour de 4 axes principaux. Le premier axe qu'on appelle la citoyenneté eurorégionale, donc tout ce qui est, c'est un peu nous connaître mieux pour mieux coopérer, donc tout ce qui est la culture, le plurilinguisme, la jeunesse, la mobilité des jeunes, etc. L'économie de la connaissance, donc tout ce qui relève de la formation, l'innovation, l'emploi et nos secteurs clés économiques, donc là où il y a vraiment de l'émergence des secteurs économiques. Le territoire durable, donc tout ce qui est transport, environnement et faire de notre territoire un territoire plus durable. Et la gouvernance ouverte, un peu, voilà, la gouvernance entre toutes les structures de notre frontière. Donc, vous faites notre coopération universitaire à l'eurorégion et nous, on a eu différentes étapes de coopération universitaire. On a 4 types de projets ou de démarches autour de la coopération universitaire. Donc, d'abord, nous, on a nos appels à projets, on finance des projets. Et dans le cadre de ces appels à projets, on a toujours financé des collaborations entre des universités, soit entre des centres de recherche, soit entre des universités en soi, soit entre des chercheurs directement. Donc, on a été très présents et on a favorisé cette coopération entre les universités. Et là, parfois, c'était des universités des 3 territoires. Parfois, il y avait juste une université d'un territoire qui s'alignait avec d'autres acteurs de 2 autres territoires. Mais ça a toujours été vraiment une source de financement. Donc, on a pu financer des projets plus dans la citoyenneté, donc c'est-à-dire des projets sur les habitudes sociolinguistiques des réseaux sociaux parmi les jeunes et des projets sur l'accueil en migrants, etc. Mais après, surtout, on a financé des projets de recherche dans le secteur économique, dans tout ce qui était nos secteurs économiques, par exemple l'agriculture et l'agroalimentaire. On a financé pas mal de projets de recherche dans l'agriculture,
dans l'aérospatiale et l'aéronautique, dans les énergies marines et les énergies renouvelables, dans leur santé, la biosanté, pas mal de recherches entre chercheurs dans le milieu de la santé. Donc, on voyait là qu'il y avait vraiment de la collaboration, de la coopération existante entre nos universités. Et nous, on était là un peu comme financeurs. Donc, on leur a financé, on leur a aidé à monter ce projet intra-universitaire. Après, on a une autre figure qui s'appelle partenariat stratégique. Là, c'était des partenariats consignés avec quelques universités pour un peu structurer mieux quelques secteurs et des universités. Par exemple, le partenariat Euskampus, c'était une collaboration pour accompagner la structuration du campus d'excellence qui était on a un campus d'excellence entre l'Université du Pays Basque et l'Université de Bordeaux. Donc, c'est un partenariat pour mieux structurer cet environnement de campus d'excellence universitaire. Et la bourse de l'Eurorégion, c'est une bourse, c'est un dispositif d'aide à la mobilité étudiante qu'on a créé en 2015 pour favoriser la mobilité de nos étudiants entre nos universités. C'est-à-dire, on sait que les étudiants, quand ils cherchent, notamment dans le cadre d'Erasmus, quand ils cherchent une mobilité à l'université, ils cherchent surtout de voyager, de connaître de nouveaux pays, de connaître de nouvelles expériences. Et du coup, avec cette bourse, on a essayé, c'est une bourse de 300 € par mois qui s'ajoute à la bourse Erasmus. Et avec cela, on a essayé de favoriser ou de promouvoir la mobilité entre nos universités. Donc, que les étudiants, disons par exemple d'Euskadi, de l'université de Saint-Sébastien, par exemple, part à Bordeaux, par exemple, au lieu de partir à l'autre bout de l'Europe, entre guillemets, ou à l'autre bout du monde. Ça aussi, ça va nous permettre de déjà créer un réseau entre les étudiants, les universités et le monde du travail pour qu'on crée un peu cette dynamique de mobilité entre nos universités. Donc, cette bourse eurorégionale a été créée dans le cadre d'un partenariat stratégique avec la communauté d'universités et établissements d'Aquitaine. Mais là, c'est quelque chose qu'on récupère à l'Eurorégion comme dispositif propre. Et donc, on est déjà dans la 5e promo et avec l'objectif vraiment de pousser cette collaboration et cette bourse pour la mobilité étudiante. Après, on a aussi des projets européens dans le cadre notamment d'Interreg POCTEFA, donc l'Interreg transfrontalier qui touche à notre frontière. Et notamment, on a eu 2 projets. Un premier projet sur la formation d'enseignants bilingues en français et en basque. Donc là, avec en collaboration, en étroite coopération entre les universités publiques de notre territoire, on a créé un projet pour former des enseignants bilingues en français et en basque, en capacité de faire aussi dans le master qui capacite pour être enseigné en France. Et du coup, pour favoriser après cet multilinguisme, plurilinguisme qui nous manque parfois dans notre frontière, et notamment dans les cas de l'enseignement français, en espagnol et en basque, un peu des 2 côtés de la frontière. Et on a aussi d'autres projets comme Océanie 3 qui est des projets d'innovation pédagogique, toujours en coopération entre les universités. Donc, un peu avec tout ce qu'on a fait des coopérations universitaires, on s'est dit, et notamment avec le changement de taille du territoire avec les nouvelles universités qui ont rejoint l'Eurorégion les dernières années, on s'était dit qu'il fallait mieux structurer un peu le travail qu'on faisait avec les universités, entre les universités, avec les projets, etc. Et du coup, on voulait un peu réorienter nos priorités en matière de coopération universitaire. Et donc, pour cela, il nous faut, parce qu'on est en cours de construction, il nous faut une stratégie vraiment pour voir d'abord qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, et pas seulement l'Eurorégion, pas seulement avec nos fonds propres ou avec des fonds Interreg, mais qu'est-ce qui s'est fait aussi, quels projets ont été créés entre nos universités ces dernières années, faire un peu un recensement de tout ce qu'on a fait et de tout ce qui s'est fait dans notre territoire, et voir après quel rôle on peut jouer, nous comme GECT, quel rôle on peut jouer pour renforcer et pour continuer à développer ces relations et cette coopération universitaire. Ça ne va pas forcément être une stratégie
qui couvrira tout le temps tout le territoire parce qu'il faut prendre en compte, par exemple, que nous, dans notre territoire, il y a 2 campus d'excellence différents. Là, on a 7 de nos universités qui font partie des réseaux d'universités européennes aussi. Et il y a des coopérations entre différents centres de recherche ou différentes facultés qui n'ont pas forcément toujours les 3 territoires dans le même projet. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va ça veut pas dire que ça va être une stratégie vraiment où la région va être au cœur de toute coopération ou tout projet, mais ça va être surtout de bien structurer le travail qu'on fait et le travail qui s'est fait dans notre territoire au niveau de la coopération universitaire. Donc, un peu surtout, c'est un travail qu'on fait avec les responsables des politiques publiques universitaires, donc c'est-à-dire nos élus, les élus de 3 territoires, mais aussi les universités, les différentes universités des 3 territoires. C'est-à-dire qu'on va faire un travail de co-construction pour voir quel est un peu le futur de la coopération universitaire dans notre territoire. Et donc, on a fait une réunion de lancement le 30 juin 2020 et où on a un peu, on a vraiment parlé avec tous les responsables, voir quel était l'objectif de chaque territoire dans cette coopération universitaire. On a vu, par exemple, qu'avec toute cette situation de pandémie, on avait un peu peur de dire, on ne sait pas ce qui va se passer avec la mobilité des étudiants, si les étudiants vont vouloir partir, si, on était un peu dans un impasse là, mais on a vu, et côté étudiants, qu'ils veulent bouger, et en fait, je pense qu'il y a une relocalisation des mobilités au niveau européen aujourd'hui. Au moins, nous, on a vu avec nos étudiants que les étudiants, ils veulent partir, mais ils ne veulent pas partir trop loin dans cette situation. Du coup, de faire une mobilité de l'autre côté de la frontière, c'est très intéressant pour eux. Et après, on a vu qu'au niveau des universités et des responsables des politiques universitaires, eux aussi, ils partagent cette vision d'internationalisation des proximités, on va dire. Donc, d'internationalisation de leurs universités avec des universités de l'autre côté de la frontière. Donc, ça nous permet aussi de travailler dans ce sens et de co-construire une stratégie qui sera vraiment très intéressante pour les étudiants, et pour les universités, et pour nous comme GECT. Donc là, on est en train de faire un travail, le premier travail de benchmarking, notamment de ce qui s'est fait ailleurs, dans d'autres frontières, dans notre territoire. Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça va être très intéressant pour nous. Et un recensement de tous les projets qui ont été faits ou des projets qui sont en cours, et vraiment une carte spécifique de tous les centres de formation, les centres de recherche, etc., qu'on a dans notre territoire. Pour après commencer la phase de co-construction de la stratégie, donc d'ici la fin de l'année, et la formalisation et validation de la stratégie pour décembre 2020, janvier 2021. Ça va rejoindre en plus notre nouvelle stratégie 2021-2027 avec déjà cette stratégie de coopération universitaire. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Et après, je suis preneuse de toutes questions que vous en aurez. Et surtout, je vais écouter très attentivement des expériences d'autres territoires et d'autres frontières parce que ça va vraiment beaucoup nous servir. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous pour cette première présentation. Ce que je vous propose, à moins qu'il y ait vraiment quelqu'un qui souhaite poser une question de façon très urgente, c'est de donner la parole aux intervenants suivants et puis après de faire une pause pour pouvoir, une pause dans les présentations, pour pouvoir justement échanger, poser les questions par rapport à ces 2 premières interventions. Est-ce que ça convient à tout le monde ou est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ou poser une question ? Non? Bon, alors, dans ces cas-là, on y va comme ça. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer du sud-ouest au sud-est, finalement, et de passer la parole donc, à nos représentants plutôt du côté de la frontière franco-italo-monégasque, avec, si j'ai bien compris, une présentation de Madame Dalpont-Legrand, qui est donc vice-présidente enjeux Europe et territoire de l'Université de Côte d'Azur, assisté de Monsieur Delhomme, c'est comme ça que
Je dois parler. D'accord. Ça va être dans l'autre sens. Je vais prendre la parole en premier, je laisserai ensuite la parole à Madame Dalpont-Legrand, mais c'est tout à fait ça. C'est vous qui voyez, donc pas de souci. Donc écoutez, on vous donne la parole et puis on fait une pause pour pouvoir poser les questions juste après à vous trois en fait. Parfait, merci. Est-ce que tout le monde voit bien le PowerPoint? Du coup, est-ce que le partage fonctionne? Oui, très bien. Parfait. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Evan Delhomme. Je travaille au service coopération transfrontalière de la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc, je vais vous présenter rapidement la métropole pour ceux qui ne la connaissent pas trop. Donc, la métropole Nice-Côte d'Azur est composée de 49 communes. Elle s'étale entre mer et montagne. Elle couvre un tiers du département des Alpes-Maritimes. Evan, c'est Sarah Comel. Je vous coupe peut-être 2 minutes pour l'instant. Vous êtes en mode présentateur, donc on voit aussi l'ensemble de vos commentaires. Alors, dans ce cas-là… Si c'est voulu. Et non, mais je pense que ça doit être… Et puis du coup, c'est un peu petit. Ah oui, en effet, les slides doivent être toutes petites. Alors, attendez, on va sortir du mode présentation. Est-ce que je peux partager, relancer le partage sur l'écran 2? On va faire ça. Vous allez me dire si ça fonctionne mieux. Comme ça. Oui, parfait. Super. Bon, merci. Désolée. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est petits problèmes techniques, c'est les aléas du direct. Donc, du coup, la métropole Nice-Côte d'Azur, comme je le disais, qui couvre un tiers du département des Alpes-Maritimes et qui a la spécificité d'avoir à la fois une frontière avec un État de l'Union européenne et avec un État tiers. Donc, par le nord, une frontière avec la région Piémont pour l'État italien et sur la partie côtière, une frontière directe avec la principauté de Monaco. Donc, nous n'avons pas de frontière directe sur la partie est avec la région Ligurie, puisque se trouve donc la partie blanche que vous voyez, la communauté d'agglomération de la Riviera française, l'agglomération de Menton. Mais voilà, on a quand même une frontière directe avec l'Italie par le nord. Donc, la métropole Nice-Côte d'Azur est une métropole qui est résolument transfrontalière. Elle est d'ailleurs éligible à 2 programmes Interreg européens, à la fois le programme Interreg Alcotra, qui couvre la partie alpine, et le programme Interreg Maritimo, qui est sur l'arc méditerranéen. Nous avons d'ailleurs depuis 2016 gagné 26 projets de coopération transfrontalière, 22 projets Alcotra et 4 projets Maritimo. Au-delà de ça, la métropole Nice-Côte d'Azur a été reconnue en 2014 par la loi MAPTAM comme une métropole transfrontalière. Et sur cette base, nous avons co-construit un schéma de coopération transfrontalière avec les acteurs du territoire, notamment les acteurs universitaires, et des partenaires français, les partenaires locaux, italiens et monégasques. Ce schéma de coopération transfrontalière qui a été réalisé par la MOT a été adopté en décembre 2019 et il se structure autour de 4 échelles de coopération que vous voyez également illustrées sur la carte à droite de la slide. D'abord une échelle de proximité sur le littoral et le moyen pays, une échelle de coopération sur la partie montagne, une échelle d'influence macro-régionale alpine, méditerranéenne et européenne, principalement basée sur le lobbying et pour faire entendre la voix de la métropole Nice-Côte d'Azur et de ses partenaires à l'échelle donc européenne, méditerranéenne et macro-alpine. Et enfin, une échelle d'innovation intermétropolitaine qui peut faire travailler ensemble la métropole Nice-Côte d'Azur, la métropole de Gênes, la métropole de Turin et la principauté de Monaco. Échelle dans laquelle on trouve un sous-objectif dédié à l'enseignement supérieur et à la recherche. Au-delà de ce schéma de coopération transfrontalière, nous avons aussi des collaborations bilatérales avec l'Université Côte d'Azur, et notamment à travers un programme qui s'appelle le programme DITER, Diplomatie territoriale, qui est une commande en fait, de la métropole Nice-Côte d'Azur, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, auprès d'un laboratoire de droit public de la faculté de l'Université Côte d'Azur. Et ce programme vise en fait à créer une réflexion et des échanges pour structurer la gouvernance transfrontalière et envisager des actions et des projets entre la métropole Nice-Côte d'Azur et plus largement la partie France, la principauté de Monaco, qui est quand même un État tiers, et l'Italie et ses provinces frontalières. Dans le cadre de ce programme de réflexion, il y a deux actions principales pour l'instant qui ont été menées. Une première qui est linéaire, celle d'une expertise juridique en fait, de ce programme d'ITER, qui est d'accompagner à la fois la métropole et les acteurs transfrontaliers dans le développement de projets de collaboration. Là, j'ai mis l'exemple dans la slide d'une navette maritime transfrontalière. Donc, il est
en cours de réflexion la mise en place d'une navette entre la métropole Nice-Côte d'Azur, la Principauté de Monaco et l'Italie. Et le programme d'ITER nous accompagne dans la réflexion juridique et la faisabilité d'un tel projet. Au-delà de ça, plus récemment, le programme a livré un rapport sur la pandémie Covid-19 et la coordination et la gestion de la crise au niveau de l'échelle franco-italo-monégasque et a émis des recommandations sur la gestion qui a été faite justement de cette crise au niveau local. Donc, au-delà de cette collaboration bilatérale, il y a, comme je le disais, le schéma de coopération qui est une stratégie beaucoup plus globale et qui a un sous-objectif de développer l'innovation territoriale en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Alors, l'objectif, bien évidemment, n'est pas de mener au niveau de la métropole des actions d'enseignement supérieur et de recherche, mais bien d'être facilitateur de la coopération entre les universités de Nice, de Gênes et de Turin et les instituts de la Principauté de Monaco. Et il y a une spécificité à relever ici, c'est que bien que la collaboration entre l'université de Nice et celle de Turin ou celle de Gênes existe déjà, et Mme Dalpont-Legrand le citera sûrement, il est rare de noter des collaborations entre l'université de Turin et l'université de Gênes, alors même qu'elles sont en proximité. Et donc, ce sous-objectif est aussi un outil pour créer cette collaboration tripartite. Alors, je dis tripartite parce que j'inclus également la Principauté de Monaco dans le pôle, on va dire, Université Côte d'Azur niçois. C'est peut-être un peu prétentieux d'ailleurs, mais voilà, on fait travailler ensemble ces trois pôles universitaires. Donc, pour ce faire, la métropole Nice-Côte d'Azur a décidé d'associer l'Université Côte d'Azur dans ses projets de coopération territoriale, notamment les projets Alcotra que nous avons récemment gagnés. Ils sont donc associés dans 4 de ces projets pour mener des actions de recherche et d'expérimentation à travers différents laboratoires et différents membres de l'Université Côte d'Azur, notamment, on peut citer le CHU ou d'autres laboratoires de recherche directement rattachés à l'université. Et les domaines de travail sont assez différents. On a de la e-santé, de la cyberéconomie, le changement climatique ou encore l'emploi en général. Donc, je ne vais pas rentrer plus avant dans ces différents projets dans leurs détails, mais je vais laisser la parole à Madame Dalpont-Legrand pour présenter voilà, ce que fait un petit peu l'Université Côte d'Azur. Merci. Donc, bonjour, je suis ravie d'être là. Je pense qu'on pourra discuter après, enfin, poser des questions plus en détail. Je vais dessus sur la présentation. Juste pour dire à quel titre j'interviens, moi je suis professeure d'économie, mais depuis le mois de janvier, je suis la vice-présidente Europe et Territoire. Et comme vous voyez, c'est inscrit en fait dans mon intitulé. Hein. On ne conçoit pas la dynamique européenne sans être durablement ancrée dans les territoires. Et on a créé d'ailleurs une maison de l'Europe et des territoires où il y a un ensemble de personnels qui viennent en soutien au montage de projets sur ce même périmètre. Alors voilà, donc tout d'abord, il manque peut-être une slide sur la présentation du CA, il me semble, mais sinon je vais en dire quelques mots. Il y avait une slide avant. C'est pas grave. Donc, en fait, juste quelques mots sur UCA. Donc, je ne sais pas à quel point vous nous connaissez ou pas. On a une toute nouvelle université. On a bénéficié d'un IDEX en 2016 qui a donné lieu à la création d'un établissement, une université expérimentale à partir du 1er janvier. Je reviens un tout petit peu là-dessus parce que c'est notre modèle. C'est pour ça qu'en fait, on est si ancré sur les territoires. En fait, cette université, elle a comme héritage historique une université qui avait existé pendant plus d'un demi-siècle. C'était l'université Nice-Côte d'Azur. Mais c'est une refonte, c'est un projet différent issu de l'IDEX avec aujourd'hui 17 partenaires. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus large et l'université est vraiment un opérateur local, d'accord, de l'action de diverses actions en recherche et en formation. Donc, depuis, on a aussi bénéficié d'un 3IA, qui sont ces instituts dédiés à l'intelligence artificielle. Il n'y en a eu que 4 en France, il y en a un à Nice. Et puis surtout, vous allez voir, c'est important pour cette présentation aussi, depuis juillet, on a été lauréat d'une université européenne. Et dans ce réseau européen, vous allez voir que le transfrontalier est très, très présent. Donc, l'idée, en fait, dès le départ, en fait, UCA a été conçu pour répondre à 3 défis majeurs. Tout ce qui est résilience, durabilité des territoires, tout ce qui concerne la transformation économique, sociétale par le numérique, et puis enfin, toutes les thématiques autour du bien-être, du vieillissement, en mettant l'accent sur un décloisonnement entre recherche, innovation et formation. Donc, c'est vraiment le modèle qu'on a choisi et on a créé
des instituts un peu particuliers qu'on appelle des 2IP, qui sont des instituts d'innovation et de partenariat, et dans lesquels se cristallise vraiment la coopération entre université, le côté formation, recherche, vraiment de manière synthétique, pas étanche, mais aussi avec nos partenaires locaux et les entreprises. Et un des IP, des 2 IP qui est très reconnu, c'est l'IMREN, en fait, qui est un exemple, en fait, qui est un institut méditerranéen du risque, de l'environnement et du développement durable, pardon. Donc voilà, donc j'insiste sur le fait que c'est un modèle en fait qu'on a mis en place et qui permet de décloisonner formation, recherche et lien avec le territoire. Donc dans ce cadre-là, on a pris ici 4 types de coopération qu'on a de manière transfrontalière et évidemment en collaboration aussi avec la métropole. Bon, le premier, on vous en a un petit peu parlé, il y a eu des relations assez fréquentes avec Monaco, mais rien de très institutionnel. Et depuis février dernier, on a un institut en commun, c'est un laboratoire scientifique qui réunit en fait UCA et le Centre scientifique de Monaco, auquel participent aussi les acteurs de la métropole. Et il s'agit de développer en fait des programmes d'études sur l'impact des modifications environnementales sur les organismes, les populations, les écosystèmes. Donc à la base, c'est très ancré sur des recherches en biologie, biologie marine, mais ça mobilise aussi des compétences en sciences humaines et sociales, en biologie médicale, etc. Et donc, c'est l'idée de développer une recherche très innovante pour aboutir assez rapidement à de la valorisation, donc du transfert de ces technologies dans des secteurs de la vie économique et plutôt dans les domaines des biotechnologies ou du domaine clinique. Il y a aussi alors des projets collaboratifs, donc plus ponctuels, pas des instituts, mais on en a énormément. Depuis 2015, on a eu 21 projets. Et en fait, il y a, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a des projets qui sont d'une nature un petit peu différente chacun. Il y a de l'Interreg, il y a du H2020, il y a des Erasmus+. Donc, c'est une coopération qui va bien au-delà juste de quelques collaborations ponctuelles sur des actions très locales. C'est assez, il y a de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, de l'échange d'étudiants. Et peut-être qu'on peut prendre 2 exemples. Si vous pouvez cliquer dessus, Van, sur Alpimed. Non, sur le petit carré devant Alpimed, pardon. Je suis désolée, je n'ai pas la maîtrise. Merci. Voilà, par exemple. Donc, c'est un projet qui vise à interconnecter, encourager les meilleures pratiques, en fait, pour le développement durable. Ça vise à ce qu'on ait un mieux vivre, en fait, de nos territoires. C'est un gros projet de plus de 7 millions d'euros qui poursuit donc 4 objectifs. Favoriser l'accès à l'innovation, à la diffusion des nouvelles technologies auprès des entreprises et des jeunes. Promouvoir le développement, la commercialisation d'une nouvelle itinérance transfrontalière, donc repenser le transport, et sensibiliser les populations au changement climatique. Et enfin, mettre en place des plans d'action pour se déplacer autrement, avoir ce qu'on appelle une mobilité plus douce. Voilà, c'est un exemple. Donc, peut-être, voilà, exactement. Il y a donc le e-santé, la Silver Economy avec l'Université de Gênes. Donc là, c'est très axé évidemment sur le transfrontalier. Ouais, c'est le petit carré, voilà. Et ça met en relation des acteurs du secteur de la santé, du médico-social, des usagers plus seniors. Donc, c'est très évidemment, il y a des considérations économiques aussi, c'est la Silver Economy. Mais ça met en musique, on va dire, différents acteurs, tant de la science, de la recherche fondamentale que beaucoup plus appliquée. Et puis, alors, il y a un projet très intéressant voilà, qui s'appelle, Anywhere, c'est ça, oui, pardon. Mais qui consiste à mieux gérer les changements climatiques, on va dire, les conséquences du changement climatique. Mais peut-être pour pas trop m'étendre, je vous parle de Movidis. Alors Movidis, c'est un modèle très intéressant qu'on met en place actuellement au niveau des licences qui portent essentiellement sur des contenus de cours, en fait, strictement, mais qui est appelé à se développer avec une extension. On attend une réponse, on pense qu'il y a de bonnes chances que soit financé, qui permettrait d'avoir des expériences transfrontalières plus poussées, en fait. Alors, je m'explique. Movidis d'abord. L'idée, c'est de booster la mobilité des étudiants, d'arriver à des taux plus importants. Et Movidis, en fait, ça permet d'échanger des cours au niveau licence en utilisant le en ligne. Évidemment, alors, on avait eu ce projet bien avant l'expérience du Covid, mais évidemment, avec l'expérience du Covid, ça appelle à une généralisation assez rapide. On pense que ça va prendre beaucoup plus d'ampleur, mais à la base, c'est en fait d'utiliser la pédagogie, les outils de la pédagogie virtuelle pour permettre à des étudiants. Alors au départ, on pensait aux étudiants empêchés par la mobilité, que ce soit pour du handicap, parce qu'ils sont sportifs de haut niveau, parce que voilà,
plein de raisons qui font qu'ils ne sont pas très mobiles, mais qui voudraient quand même avoir accès à des cours à l'étranger. Et puis finalement, c'est aussi une façon pour certains de préparer une mobilité dans un second temps, une mobilité physique. Et de manière générale, on va essayer de promouvoir en fait ce projet pour inclure aussi des expériences plus culturelles ou des participations à des projets avec des étudiants, c'est-à-dire du montage de projets, pas juste assister à un cours, mais participer à un projet concret, peut-être ancré sur le territoire. Voilà. Donc, Mobility, c'est vraiment très important pour nous. Ça démarre assez vite et on espère que ça va être un levier, notamment du transfrontalier. Évidemment, ça ne s'adresse pas qu'aux transfrontaliers, mais notamment du transfrontalier. Donc, voilà pour les exemples sur les projets collaboratifs. Merci. Il y a aussi donc des collaborations qui s'opèrent directement au niveau des unités de recherche, c'est-à-dire qu'il y a une proximité qui fait que nos enseignants-chercheurs discutent directement entre eux et ça donne lieu à un certain nombre de publications. Par exemple, depuis 2014, il y a 118 copublications avec des universitaires de UCA et essentiellement de l'Université de Gênes. Et ce n'est pas du tout une coopération qui est encadrée. On va dire des collaborations totalement spontanées parce qu'on a beaucoup d'échanges, parce qu'on a des thèmes privilégiés, parce qu'on se rencontre dans des conférences communes ou en fait internationales, mais auxquelles on participe. Et on organise un certain nombre d'événements communs, notamment par exemple la Summer School Emoji, voilà, qui regroupe en fait des professeurs, des jeunes chercheurs de 20 universités européennes et canadiennes et qui sont partenaires du LADI, donc un de nos laboratoires, pour mener une recherche collective. Donc, c'est toute l'étude des mouvements, des ordres juridiques à niveau international et européen, voilà. Donc, par exemple. Donc, c'est des réseaux plus informels, mais extrêmement qui montrent qu'il y a une longue coopération et puis, en fait, qu'elle est même plutôt spontanée. Et puis enfin, un dernier exemple de coopération internationale sur les diplômes. Alors, on en a plusieurs. Vous voyez, avec les chiffres, qu'on a des diplomations à distance, des doubles diplômes, des échanges académiques. Mais on a un exemple un peu phare, et puis j'ai été obligée d'en parler parce qu'on a un participant, je plaisante, on a un participant ici qui travaille en ce moment à la MET et qui a fait cette formation. Et donc, il s'agit du master LEA de langue et affaires internationales, relations franco-italiennes. C'est un cycle vraiment innovant. On a beaucoup de personnel dans nos rangs, y compris à la métropole, qui sort de ce master. Et on trouvait que c'était intéressant. On a aussi des interlocuteurs qui peuvent en parler directement ici avec nous. Ça permet évidemment de mêler les enseignants universitaires, mais aussi les intervenants professionnels. Et donc, c'est une sphère d'interaction qui est intéressante. Le dernier point, voilà, c'est l'Université transfrontalière européenne de l'ICEUS. Alors, première chose, c'est une alliance qui regroupe 6 universités. Donc, on vient d'être lauréat de cette alliance européenne. Il y a évidemment Nice. Le projet a été porté par l'Université de Séville, mais c'est pour ça que c'est intéressant, particulièrement aujourd'hui, il y a l'Université de Gênes. Donc, ce sera les 3 grosses universités généralistes. Et on a associé à ce réseau 3 universités plus petites, peut-être extrêmement agiles et très orientées sur l'innovation. C'est le Management Center of Innovation de l'Université d'Innsbruck, en fait, qui est une sorte de spin-off de l'Université d'Innsbruck, une petite unité, c'est 100-150 chercheurs. L'Université de Haga-Helia en Finlande, et puis l'Université de Košice, en Slovaquie. Donc, c'est des petites universités plutôt techniques, et il y a une forte complémentarité avec ce que nous, on peut apporter. Et l'idée, en fait, c'est que toutes ces universités, elles ont comme caractéristique d'être assez bien insérées dans leur environnement local, mais dans le modèle qu'on a pris, qu'on a déposé pour avoir cette université, ce qui a été retenu, c'est le modèle d'UCA, ce qu'on a entre guillemets proposé, vendu au sens proposé au sein de l'IDEX, qui est donc cette organisation décloisonnement, enseignement, recherche, très ancrée sur les territoires, avec des instituts phares sur des thématiques fortes dans lesquelles on mélange tous ces acteurs qui sont les fameux 2 IP, les instituts d'innovation et de partenariat. Et donc, cette université, elle va se développer sur les 6 sites avec 6 hubs. Et dans ces hubs, en fait, ce sont des hubs d'innovation thématique exactement calqués. Alors, il y aura peut-être des aménagements, mais très fortement ancrés sur ce modèle des 2 IP. Et nous sommes en charge de piloter un hub, en fait, sur le bien-être et le vieillissement. Et Gênes va piloter un hub sur culture, art et tourisme.
Et on a évidemment, alors l'idée à chaque fois de ces pilotages, c'est qu'il y a une université qui est en charge de l'avancement de ce hub et de son pilotage, mais évidemment, toutes les universités participent à tous les hubs. D'accord. Donc, on participera aussi activement. On a d'ailleurs des composants très actifs dans le domaine. Donc, dans le projet tel qu'il a été déposé, ces hubs reposent sur un écosystème territorial très très fort. La métropole nous soutient énormément dans la mise en place de cette initiative. Et en fait, il y a une attention particulière qui est accordée aux questions d'inclusion vis-à-vis de la société civile. Voilà, je pense que j'ai résumé très rapidement et puis que je pourrais peut-être répondre à vos questions après. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est donc effectivement un moment là qui va être plus dédié aux échanges, réactions de chacun d'entre vous. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole, poser une question? On n'a pas reçu, sauf erreur de ma part, au cours de l'intervention. Je vous en prie. Moi, j'aurais une question pour la première intervenante, Arola, si je peux. Je peux poser la question? Oui. Je n'ai pas vu comment. Voilà. Bonjour. Oui. J'ai trouvé très intéressante votre présentation et je me demandais, parce que ce modèle justement transfrontalier, cette mobilité des étudiants sur des questions aussi un peu particulières transfrontalières, si finalement vous aviez imaginé aussi une mobilité qui à un certain stade pourrait aller vers d'autres régions transfrontalières. C'est-à-dire quelle expérience les étudiants pourraient avoir, je ne sais pas s'ils venaient à Nice, à Colmar, voilà, pour voir comment on gère les relations transfrontalières. Vous voyez ce que je veux dire? Une sorte d'Erasmus, mais entre transfrontaliers, pour avoir évidemment d'abord l'expérience transfrontalière, c'est ce que vous faites évidemment, mais une expérience des autres pratiques en fait. Mais vous voulez dire les étudiants même, pas les étudiants proprement, dites. Oui, ce serait très intéressant, oui. Après là, il faut aussi savoir que chez nous, c'est pas forcément, enfin les étudiants font pas cette mobilité, sachant forcément que c'est une mobilité transfrontalière. Ils l'apprennent après, on va dire. Eux, par exemple, notamment quand on parle de mobilité transfrontalière parmi nos étudiants, c'est normalement vers Bordeaux, vers notamment Bordeaux. Et je veux dire si on parle côté sud-nord. Et c'est parce que Bordeaux aussi, c'est une grande ville et ils voient cette mobilité comme quelque chose d'international, pas forcément transfrontalier. Et à l'inverse, pareil, des étudiants côté français qui viennent vers Bilbao, Saint-Sébastien et même Pampelune, c'est des villes connues, des villes et aussi des grandes villes et qui leur donnent des opportunités et des formations et après d'expériences aussi. Et ils ne le voient pas forcément comme quelque chose de transfrontalier. Après, quand ils connaissent un peu, s'ils obtiennent par exemple la bourse euro-régionale, là nous on leur parle du transfrontalier, de l'euro-région, du territoire, etc. Et là ils commencent à comprendre qu'il y a une dynamique transfrontalière, mais ce n'est pas forcément le premier effet des étudiants. Du coup, après par contre, il y a d'autres étudiants et on en a eu le cas, et notamment dans notre équipe de travail, on a des charges d'émission qui viennent de cette expérience de mobilité transfrontalière parce qu'ils connaissaient déjà le transfrontalier et la coopération transfrontalière et l'euro-région. Mais ce n'est pas toujours le cas, mais ça serait très intéressant et là, je vais au-delà, ça serait très intéressant pour nous, pour les enseignants aussi, les personnes, les responsables du transfrontalier des universités, de connaître l'expérience dans d'autres territoires transfrontaliers. Mais bien sûr, on est ouvert à tout. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite poser une petite question ou réagir à Bonjour. ce que vous avez dit ce matin? Oui, je vous en prie. Moi, j'aurais une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Non, si? Oui. Voilà. Ah oui. Donc, je suis Hélène Guy, je suis chargée d'ingénierie européenne à l'Université de Strasbourg et en même temps, je termine ma thèse qui porte justement sur l'histoire de la coopération transfrontalière universitaire, donc entre les années 60 et les années 2010. Donc, là, on est beaucoup plus au nord puisqu'il s'agit de la coopération entre l'Allemagne et la France et puis une partie de la Suisse. Et moi, j'ai une question à Arola, notamment sur le nombre d'étudiants que ça touche, cette mobilité.
Parce que par exemple, dans le Rhin supérieur, donc, qui est une coopération très, très ancienne au niveau des universités, malgré l'ancienneté, en fait, la difficulté, c'est de rendre aussi une réalité tangible pour les étudiants. Et je dirais que c'est vraiment le défi, en fait, de la coopération transfrontalière pour les universités, c'est que ça fasse partie un peu du paysage, en fait, du cursus d'un étudiant. Et du coup, ça m'intéresserait de savoir si vous avez une idée, en fait, du nombre d'étudiants que ça touche. Merci. Là, ça dépend. Nous aussi, on est dans une frontière où on a un frein très important qui est la langue. Ça, c'est très clairement. On est dans une frontière où normalement, on ne parle pas la langue du voisin, on va dire. Et c'est aussi une des raisons pourquoi on essaie de pousser beaucoup notamment la mobilité des étudiants et la coopération universitaire. Et je n'ai pas les numéros, je pourrais demander auprès des universités. Et nous, on touche, avec notre bourse, on ne touche pas à grand monde, c'est vrai. Enfin, on n'a pas non plus un budget très, très élevé pour cette bourse. Non, nous, on peut toucher environ de 50 étudiants à l'année. Mais il y a une mobilité beaucoup plus élevée. Hein. Enfin, là, on pourrait dire, je ne sais pas, ça doit être, si on parle de toutes nos universités et des échanges qu'ils peuvent avoir entre des étudiants, on parle d'une centaine d'étudiants par an, une centaine de 100 et quelques étudiants par an à peu près. Après, il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'on a pas mal des doubles diplômes aussi. Donc, il y a déjà des doubles diplômes qui sont organisés entre les universités. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des étudiants de deux côtés de la frontière qui font ces doubles diplômes. Et pas mal de co-tutelles de thèse aussi. Donc, ça, là, on parle plus de doctorants, mais bon, il y a quand même aussi cette réalité et ces échanges au niveau des doctorants entre nos différentes universités. Mais je pourrais, si ça vous intéresse, je pourrais chercher des numéros. Hein. Enfin, là, il n'y aura pas de souci. Vous pouvez, si vous voulez, je vous laisse, je mettrai dans la conversation mon mail et comme ça, vous pouvez m'adresser un mail, sans souci. Moi, j'aurais une question pour compléter en fait la question précédente. Donc, Didier Ossel, Université de Perpignan, je suis le VP Relations internationales. Parmi ces mobilités, ces co-diplomations, ces choses comme ça, pour combien d'entre elles vous pensez avoir été, en tant qu'Eurorégion, le moteur de l'établissement de ces choses-là parce que, évidemment, ces doubles diplomations peuvent se faire sans le catalyseur de l'Eurorégion. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et là, d'abord, il y a notamment si on parle, donc il y a différentes relations entre les universités. Si on parle de la relation entre l'Université du Pays Basque et l'Université de Bordeaux, par exemple, il y a déjà, il y a une relation historique depuis pas mal d'années. Et cette collaboration a permis d'abord de créer des doubles diplômes pour les universités indépendamment. Mais après, l'Eurorégion a toujours rentré dans ses rôles des dynamisateurs de ces relations. Et en tant que création de double diplôme, par exemple, on a aidé à la création on peut dire, autour de 5 ou 7 doubles diplômes, notamment, je pense, un double diplôme pour l'œnologie, qui est sorti, un master, on va dire, un master transfrontalier pour l'œnologie. Et après, ce qui est évident, c'est que nos universités, quand il y a une structure de coopération transfrontalière qui est rattachée à un projet, on a toujours d'abord plus de visibilité et après on peut aider un peu au niveau des gouvernements régionaux et au niveau d'être un peu catalysateur de ces relations et aider à la structuration des nouveaux doubles diplômes. Là, on travaille dans un triple diplôme sur la traumatologie du sport entre l'Université du Pays Basque, l'Université publique de Navarre et l'Université de Bordeaux. Et on travaille aussi dans dans la création de d'autres doubles diplômes.
Et on a aussi une structure qui s'appelle Euskampus, qui est un peu le campus d'excellence entre l'Université de Bordeaux et l'Université du Pays Basque. Et c'est cette structure qui favorise la création des doubles diplômes en général entre les universités. Et cette structure est financée en part aussi par l'Eurorégion. Donc, on a un peu, c'est pas forcément que nous, comme Eurorégion, on crée des doubles diplômes, mais on favorise cette relation entre les universités pour la création de ces doubles diplômes. Et notamment, on peut soulever, à partir des projets de recherche qu'on finance, on peut soulever des besoins, des opportunités, etc. C'est un peu ce rôle, c'est le rôle qu'on joue. Ce n'est pas forcément le rôle de créer des doubles diplômes, mais de favoriser la création des coopérations. Merci. Quelqu'un d'autre? Moi, j'aurais une petite question pour Madame Dalpont-Legrand. Vous avez à plusieurs reprises dans votre intervention rappelé que la métropole Nice-Côte d'Azur vous aidait beaucoup, vous assistez beaucoup dans vos coopérations et dans le développement de vos projets. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur justement sur cette relation que vous entretenez entre vous deux, je dirais au-delà bien évidemment des relations financières, d'assistance financière, j'imagine extrêmement importantes. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir comment vous alimentez l'un l'autre en fait. Je m'explique. La collectivité a forcément, à travers son schéma de coopération transfrontalière, développé, j'imagine aussi avec vous, donc une vision de ce que devait être son territoire à plus ou moins long terme. Et puis vous, inversement, vous formez des étudiants qui un jour doivent participer à l'économie du territoire, tant qu'à faire de votre territoire plutôt qu'ils aillent ailleurs. Et donc voilà, j'avais une interrogation sur la manière dont vous travaillez au quotidien ou pas ensemble. Est-ce que vous vous invitez dans vos systèmes de gouvernance pour pouvoir co-construire, ou est-ce que c'est des moments très particuliers quand on écrit des schémas ou quand on revoit une politique d'université, etc., etc. Pardon, merci pour la question. J'avais oublié de réactiver mon micro. Je vais peut-être commencer, puis après je donnerai la parole à Sarane Comel qui travaille justement à la MET et qui pourra vous donner une information plus de praticienne au jour le jour. Moi, ce que je peux vous en dire, c'est que on a différents types de projets, évidemment. Certaines viennent de leur initiative, d'autres de la nôtre, en fait. Parfois, c'est eux qui nous appellent parce qu'ils ont un projet extrêmement appliqué et il faudrait une dimension académique, voire, enfin, ils ne peuvent pas l'amener tout seul. C'est un projet très appliqué sur le territoire, mais il faut cette dimension académique. Et on sollicite nos chercheurs et on monte des projets de part et d'autre, où on va chercher des acteurs à Gênes, où c'est eux qui les ont déjà et qui viennent chercher le complément chez nous. Et puis, par d'autres moments, c'est nous qui avons eu des projets. Je pense à l'IDEX parce que ce n'est pas la seule chose. Il y avait des collaborations avant, sinon l'IDEX n'aurait pas été formé de cette manière. Mais c'est vraiment un gros changement de modèle de fonctionnement de l'université avec une priorité sur le territoire. Et ils ont porté avec nous, largement soutenu la candidature de l'IDEX, en ayant des actions concrètes. Par exemple, la création de l'IMRED s'est fait aussi avec la métropole et le concours de la métropole, même si c'est un institut universitaire. Voilà, donc il y a des actions très concrètes. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement des lettres d'intention, ce genre de choses. Voilà. Évidemment que certaines personnes engagées à la mairie ou à la métropole sont représentées dans la gouvernance de l'université, donc ils sont assez présents. Et de manière générale, il y a des réseaux en fait, d'échange de pratiques et d'informations en fait, sur les réponses à appel. C'est-à-dire que, par exemple, après je passe la parole, mais il va y avoir un gros appel Green Deal qui est déjà au sein au niveau de l'Europe. On en a parlé, nous, dans notre université, pour essayer de voir comment on pouvait répondre. Ils en ont parlé à la métropole et les personnes en charge de ce type de projet s'appellent régulièrement pour voir en fait comment on va répondre, sur quels axes on va se situer, qu'est-ce qu'eux, ils ont prévu de faire, voilà. Donc, peut-être je te laisse la parole, Sarane. Bonjour, je pense que globalement, Muriel a répondu à la question, mais il y a eu un gros travail aussi entre opérationnels au niveau et de la MET, d'apprendre à se connaître et de savoir ce qu'on pouvait apporter mutuellement à la table.
Et donc, ça a fait quand même l'objet d'un certain nombre de diagnostics, de voir quels étaient les besoins de la métropole et ce que nous, on pouvait répondre au niveau scientifique, universitaire, au niveau de l'université Côte d'Azur. Et donc maintenant, finalement, les choses se font assez naturellement et on travaille de façon quotidienne ou quasi quotidienne ensemble. À savoir qu'il y a un groupe de travail aussi qui a été mis en place il y a déjà 2 ans, hein, qui s'appelle Europe et Territoire et qui intègre donc non seulement la métropole, évidemment, qui est un des pilotes de ce groupe de travail-là, mais aussi d'autres collectivités territoriales et également la CCI, pour voir en fait comment impulser une dynamique européenne au niveau du territoire et comment se nourrir les uns des autres. Et enfin, finalement, la nécessité aussi de travailler de concert avec la métropole émane aussi des attentes de la Commission européenne, c'est-à-dire que de plus en plus, et au-delà des projets Interreg, on est appelé de plus en plus souvent à mettre en place des pilotes, à intégrer la dimension citoyenne, la dimension sociétale aussi. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, de ne pas intégrer la métropole et plus largement les collectivités territoriales au projet n'a aucun sens. Donc, c'est aussi une collaboration essentielle au-delà du plaisir qu'on a à travailler ensemble, mais qui répond aussi aux exigences de la Commission européenne. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Marie, je crois que tu avais une question concernant la complémentarité université européenne et coopération transfrontalière. Mais à qui c'est-tu la Dans la préparation, je me suis posé cette question effectivement en voyant, j'avais identifié les initiatives récompensées ou non d'ailleurs parmi les différentes interventions qu'on entend ce matin, et je me suis demandé, puisque c'est quand même l'objectif de la Commission européenne, de tendre progressivement dans ces coopérations vers une gouvernance de plus en plus intégrée. Je me suis interrogée si ça pouvait, est-ce que c'est plutôt bénéfique pour compléter, comme je l'entends hein, dans les propos niçois, que c'est complémentaire en fait au projet qu'on est en train de construire au niveau transfrontalier, ou alors est-ce que pour d'autres c'est plutôt perçu comme quelque chose qui est en parallèle, qui canalise aussi des moyens et des énergies peut-être au détriment d'une coopération transfrontalière. Je me rends compte que la question est assez vaste et ouverte, donc je ne sais pas si on peut aller loin dans la discussion maintenant tout de suite. En tout cas, je serais contente d'avoir des retours ou des regards sur cette question-là, s'il y en a. Alors, je peux peut-être ramener quelques éléments, puis si vous voulez. Donc, en fait, dans le cas de Nice, je pense qu'on a toujours eu des relations avec GEL, Turin aussi. En tant qu'économiste, j'ai un peu un biais, mais on a des relations vraiment avec les 2 universités de manière assez équitable. Je ne sais pas si c'est le cas de toutes les disciplines, mais peut-être qu'on manquait de quelque chose de plus structurant. C'est-à-dire pour vraiment avoir du transfrontalier, comme peut-être il y en a à d'autres échelles, avec d'autres universités. Donc, je parle juste du milieu académique là. Et donc, je pense vraiment que cette université européenne, au contraire, chez nous, ça va être un levier à l'intérieur pour le transfrontalier. Ça va nous permettre d'avoir des relations plus systématiques, plus structurées avec GEL. Alors, du coup, Turin n'est pas là, mais je pense que dans les synergies qu'on a avec GEL, il y a beaucoup de projets maintenant qui englobent aussi Turin et ils ne seront pas abandonnés de manière générale, bien évidemment. De toutes les façons, cette université européenne, c'est une opportunité énorme, on en est tous bien conscients, mais on ne va pas dire à nos chercheurs de ne pas travailler avec d'autres universités, qu'elles soient transfrontalières ou pas, de toutes les façons. Mais ça constitue vraiment, je pense, un véritable levier. Et les 2 thématiques sur lesquelles on est particulièrement, parce qu'on a hérité, on va dire, dans ce projet de la problématique vieillissement et bien-être. Orgène a un gros projet sur la silver economy, indépendamment de nous. Voilà, ils travaillent énormément là-dessus. Donc, ils sont aussi très partie prenante. Donc, silver economy, c'est beaucoup plus large, hein, mais voilà, large sur les disciplines et
plus étroit sur le thème que ce que nous, on va porter, mais très large sur les disciplines. Et puis, de la même manière, ils portent en fait le hub sur industrie créative en fait, et tourisme. Or, on a d'énormes projets là-dessus, des choses très réalisées déjà, très avancées, et puis des choses en projet en fait, à l'Université Côte d'Azur. Et donc, ça nous intéresse particulièrement que ce soit GEM. Donc, sur ces deux thématiques, il y a à la fois sur le fond une forte convergence, mais en plus, les deux sont très ancrés sur le territoire par définition, en fait. Aging, well-being, c'est quand même très une problématique de notre département. On ne peut pas dire que ça tombe tout à fait par hasard. Et puis, en fait, sur l'industrie créative et culturelle, et de la même manière, c'est très, très actif sur le territoire. Donc, il y a une dimension territoriale. Il y a d'autres relations avec les autres universités là, où c'est plus thématique et moins territorial, évidemment. Mais je pense que ça nous offre une opportunité de renforcer cette dynamique territoriale et d'être peut-être tous les deux très dynamiques au sein de l'université européenne. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Merci. Je pense que ce n'est pas contradictoire dans notre cas. Il y a peut-être des problématiques plus compliquées. Moi, je rejoins ma collègue et on en avait discuté déjà, Mariek, et pour nous aussi, c'est complètement complémentaire. Les universités européennes nous donnent aussi la possibilité d'apprendre d'autres universités plus éloignées et d'une manière plus centrée dans la thématique, on va dire. Donc, c'est là où je vois aussi la complémentarité et le fait que nos universités fassent partie d'un réseau d'universités européennes et les SPA de côté, le fait qu'il faut qu'ils poussent et qu'ils continuent à pousser la coopération transfrontalière. On parle d'échelles très différentes, je pense, et de types de coopération aussi différentes. Donc, pour nous, c'est complémentaire et ce n'est pas du tout contradictoire. On en a par exemple, parmi nos universités, on a 2 universités qui font partie du même université européenne. Donc ça, c'est un exemple. Donc l'Université du Pays Basque et l'Université de Bordeaux font partie d'une même université européenne, mais les autres universités font partie d'autres réseaux d'universités européennes, mais de leur côté. Donc il n'y a pas... c'est pas forcément tout le temps en coopération transfrontalière. C'est ça aussi ce que je voulais expliquer avec notre propos. Notre objectif n'est pas de tout construire autour du transfrontalier, tout construire autour de toutes nos universités, mais de favoriser d'une façon ou d'autre la coopération transfrontalière et la coopération entre nos établissements d'enseignement supérieur. Donc pour nous, c'est complètement complémentaire. Et d'ailleurs une très très belle initiative pour favoriser la coopération entre les universités européennes. Donc il n'y a vraiment pas de souci. Merci. Merci à vous tous en tout cas pour ces échanges et ces précisions. Je vous propose de continuer à dérouler notre matinée et si vous en êtes d'accord, donc de passer la parole à Madame Canadas, qui est la responsable administrative du service des relations internationales de l'Université de Perpignan, via de là, et Monsieur Ossel, qui est vice-président des relations internationales, devait être avec nous que cet après-midi, mais on a la chance de l'avoir ce matin. Alors, je ne sais pas si vous faites un deux voix ou si vous viendrez. Essentiellement, c'est ma collègue qui va présenter et je parlerai d'un petit point, de 2 petits points particuliers. Alors, je suis aussi en mode mince. Comment est-ce qu'on fait Est-ce que vous voyez, on est en mode diapo ou pas? Parce que là, je vois un mode diapo. Oui, pareil que tout à l'heure, en fait, on voit... Comment est-ce qu'on fait pour enlever ce mode? Théoriquement, il faut décocher la case présentateur en mode présentateur en haut à droite. Je n'arrive pas à le voir. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas où c'est. C'est sur le PDF là? Non, mais écoutez, je vais... Des commentaires? Quand ça m'est arrivé tout à l'heure, c'est parce que j'avais un double écran ouvert et en fait, il suffit de sélectionner le partage de l'autre écran du coup et vous aurez le diaporama projeté plutôt que la vision présentée. Je ferme, attendez. Je mets là, pas du tout. Je vais voir si ça fonctionne de ce côté. Non plus. Ça ne marche pas. Alors attendez. Je vais faire autrement. Où est-ce que je suis? Oui, c'est ça, je vais chercher. Mais alors, attendez. Voilà.
Voilà, très bien. Voilà, j'avais prévu en mode PDF au cas où j'avais un souci technique. Donc, c'est très bien. Voilà, donc je vais vous présenter on va dire la coopération transfrontalière de l'Université de Perpignan. Donc, je vais essayer d'être assez succincte sur certaines slides, mais vous aurez accès à la présentation en fin de cette session de travail. Donc, pour nous situer, pour ceux qui ne connaissent pas notre établissement. Alors, nous sommes une université multisite. Nous avons aussi campus régionaux, donc au niveau de la région Occitanie, comme vous pouvez le voir. Le campus principal étant situé sur la ville de Perpignan. Très rapidement, juste quelques chiffres clés, une petite fiche synthétique sur notre université. Donc, nous sommes une université pluridisciplinaire, environ 9500 étudiants, 4 facultés, 3 instituts. Et notre particularité, c'est que nous avons un institut transfrontalier franco-catalan qui propose donc des formations spécifiques pour la coopération transfrontalière, notamment en master, depuis les années 2000. Voilà, nous avons 16 laboratoires, 2 écoles doctorales, et nous avons la particularité d'avoir un pourcentage d'étudiants internationaux assez important par rapport à la moyenne nationale, donc de 23%. Nous en avons eu d'ailleurs beaucoup plus, mais voilà, là nous sommes à 23% et plus d'une centaine, donc 120 nationalités, voire 124 certaines années. Donc vraiment une ouverture internationale assez importante. Comme l'ensemble des établissements, bien sûr, nous avons des accords Erasmus, des accords de coopération avec beaucoup de pays, des 3 doubles diplômes, vous verrez plus tard, et des thèses également en co-tutelle, dont certaines, bien sûr, avec nos partenaires transfrontaliers. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue sur cette diapositive. Je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est vous présenter un petit peu notre environnement régional et transfrontalier. Donc, comme vous voyez ici, je vous présente les principaux partenaires avec lesquels nous travaillons au niveau du transfrontalier. Bien entendu, nous travaillons avec les autres établissements, mais de manière un peu moins importante. Voilà, également l'Université d'Andorre, donc qui est un État qui ne fait pas partie, bien sûr, de l'Union européenne, mais avec lequel également nous travaillons, notamment grâce au programme Interreg POC-TEFA. Donc, le programme France-Espagne-Andorre. Donc, au niveau de l'établissement, la coopération transfrontalière est bien sûr un des axes prioritaires de la stratégie de la politique internationale. Nous avons une coopération de longue date avec nos partenaires de l'autre côté de la frontière dans divers domaines et disciplines, soit en recherche, formation et en transfert technologie et que, voilà, de manière générale. Bien entendu, nous avons une stratégie de coopération ciblée sur le transfrontalier. Donc, je vous présente ici. Donc, notamment au niveau du pilotage interne, nous avons nommé, il y a un chargé de mission relations transfrontalières, donc qui est en charge spécifiquement de cette partie, qui est M. Benkélil et qui n'a pas pu faire cette présentation aujourd'hui malheureusement. Donc, avec également l'appui des services qui s'occupent des programmes de recherche et formation au sein de l'établissement, donc qui seront le service relations internationales et services de la recherche et de la valorisation, au niveau de la gestion et de l'ingénierie des projets. Voilà. Nous participons bien sûr à des réseaux d'universités. Donc, en ce qui concerne le transfrontalier, nous sommes membres de la Charge Joan Luis Vives, qui en fait est un réseau d'universités qui promeut et qui valorise la culture et la langue catalane. Donc, cela va au-delà du territoire, on va dire, l'espace transfrontalier tel qu'on le connaît, puisque, par exemple, l'université d'Alicante en fait partie, l'université de Sassari en Italie également. Donc, ce réseau, rapidement, nous permet d'avoir vraiment des relations privilégiées avec ces universités. Donc, c'est un moyen pour nous également de pouvoir développer des projets et d'avoir les soutiens des établissements, des recteurs, des présidents d'université pour mener à bien des projets. Nous participons aussi et nous intervenons sur des journées d'information, des séminaires, comme aujourd'hui par exemple, organisés par divers partenaires. Bien sûr, nous développons des accords de coopération.
dans tout domaine. Et nous participons, bien entendu, à des projets, des actions conjointes. Donc, comme beaucoup d'universités, nous proposons des projets et déposons des projets aux différents appels d'offres de programmes européens. Nous avons une particularité au niveau d'actions communes. Nous organisons des doctorats transfrontalières, quelques manifestations autres de type hackathon, également un campus lycéen transfrontalier, par exemple, mais je ne vais pas aller plus loin, sinon je vais dépasser mon temps. Voilà, un petit historique, comme vous pouvez le voir, au niveau de la coopération. Donc, on va dire que c'est vraiment dans les années 2000, début 2000, que la coopération a été rendue très dynamique au niveau notamment de la mobilité grâce au programme Erasmus. Également, nous avons commencé à participer à des projets européens. Alors, le premier était un projet Tempus, mais ensuite, nous avons développé beaucoup de projets dans le cadre notamment du programme Interreg. Et au début 2010-2012, donc au vu de la coopération qui était vraiment très dynamique et les synergies de l'ensemble de nos partenaires au niveau de l'espace transfrontalier, que sont donc l'université, assez étonnamment, mais l'université Pierre et Marie Curie, parce qu'ils ont un laboratoire en fait qui est ici au sud de Perpignan, en océanographie, l'université de Gérone et l'université des îles Baléares, nous avons souhaité mettre en place un projet de campus transfrontalier sous format d'un GECT qui a été donc déposé en 2012 et qui avait été à l'époque accepté par le gouvernement espagnol, mais malheureusement pas par le gouvernement français. Donc voilà, donc depuis lors, nous continuons notre coopération avec nos partenaires. Mais ce projet est toujours un petit peu en suspens. Donc là, vous voyez un petit peu une petite carte des objectifs et un peu d'historique de ce projet. Voilà. Les domaines de coopération, dans les domaines clés qui sont les domaines de notre territoire, donc le tourisme, les énergies renouvelables, toutes les sciences de l'eau, gestion de l'eau, les langues et la culture, le domaine sanitaire et social, l'économie, gestion, et également le droit comparé, le droit public qui pose beaucoup de problématiques en matière de coopération. Alors, actuellement, quels sont nos programmes et nos formations en matière au niveau transfrontalier? Donc, nous avons au niveau de la coopération 37% à peu près des accords Erasmus donc avec l'Espagne, et la moitié concerne des universités de l'espace transfrontalier, donc on va dire franco-catalan. Au niveau des étudiants inscrits, nous avons à peu près par an une trentaine d'étudiants andorrans et donc 170 étudiants espagnols, donc à peu près 2/3 qui sont également issus de l'espace transfrontalier. Nous avons mis en place des doubles diplômes et des diplômes multiples. Donc en particulier le master Miro, qui est un master en tourisme culturel et qui est en e-learning. Avec donc plusieurs partenaires. La particularité de ce master a été financé dans le cadre d'un programme IDEFI, donc financé par l'État français. Nous avons également deux autres doubles diplômes, donc comme vous pouvez voir, un master en patrimoine culturel avec l'Université des Baléares et une licence professionnelle en traduction interprétariat avec l'Université autonome de Barcelone. À peu près par an, 7, 8 co-tutelles de thèse également avec nos partenaires de l'espace transfrontalier, donc sur des doubles diplômes, diverses disciplines également assez larges. Et au sein de notre institut franco-catalan transfrontalier, nous avons une formation spécifique, un master de professionnel en relations transfrontalières, donc pour former les cadres et les opérateurs donc, de la coopération transfrontalière qui peut s'adapter également sur d'autres territoires, pas forcément le nôtre, mais avec bien entendu des cours spécifiques sur, par exemple, les territoires et les problématiques du territoire franco-catalan. Je me permets de vous interrompre parce que le temps se déroule et file assez vite. Est-ce que ça vous embêterait d'accélérer un petit peu sur ces diapositives-là pour aller sur les deux diapositives de finale? Oui. Voilà,
dont nous avions un petit peu échangé, sur lesquels nous avions un peu échangé. Je suis désolée, hein, on essaye de tenir un peu le temps pour tout le monde, donc je vous remercie de regarder et de faire attention au temps pour pouvoir pas trop de retard dans nos... Il n'y a pas de souci. Donc, au niveau des projets, rapidement, comme vous pouvez le voir, beaucoup de projets, une vingtaine de projets, en tout cas, au niveau de la recherche sur l'espace transfrontalier, dont 16, en tout cas, projets POCTEFA, Interreg, des programmes également en formation, 9 projets, des projets également, non, pas seulement financés par Interreg, mais également par d'autres programmes européens, Erasmus+, notamment. Donc, par rapport à ce que je vous disais, insertion professionnelle, nous organisons des doctorales. Alors là, je vais dire juste un petit mot parce que c'est quelque chose qui peut être un petit peu innovant et qui peut intéresser les partenaires. Depuis de nombreuses années, donc, nous organisons des doctorales pour les doctorants qui sont donc des formations transversales d'initiation à la création d'entreprises innovantes, mais nous le faisons dans un cadre transfrontalier, avec une alternance d'organisation des deux côtés de la frontière. Donc, on reste dans l'espace catalan. Tout ça se fait en anglais, intégralement. Et les équipes, donc projet, puisque les jeunes travaillent sur un projet de création, simulation de création d'entreprise, les équipes sont systématiquement multi on va dire, origines, des différentes côtés de la frontière, et c'est vraiment quelque chose qui est un vecteur de futurs établissements de collaboration entre des chercheurs, entre de collaboration scientifique des deux côtés de la frontière. Donc c'est quelque chose qui marche très très bien depuis de nombreuses années. Depuis 2009, exactement. Je vais passer sur cette présentation de notre master. Ceux qui souhaitent avoir plus de détails pourront le voir par la suite. Donc, au niveau de la coopération, bien entendu, il y a bien sûr des difficultés, des freins auxquels on peut se confronter. Donc, je suppose que ça se rejoint avec également les autres frontières, hein, notamment au niveau réglementaire, bien entendu. Donc, le déséquilibre entre les droits d'inscription entre la France, l'Espagne et l'Andorre lorsqu'on veut mettre en place des doubles diplômes. Également, au niveau de l'insertion pro et la formation continue, les différences en matière de droit du travail qui impactent ce domaine. Et la mise en place partielle du LMD en Espagne, qui là aussi complique un petit peu la mise en place de ces doubles diplômes entre licence et master. Côté politique, en fait, on a pu le voir par rapport notamment à notre projet de campus transfrontalier en suspens. Donc là, effectivement, il y a également un frein politique qui peut être lié, ce qui a été le cas aussi, à des changements de présidence d'universités qui ont d'autres priorités peut-être, et également ce qu'on souhaiterait, nous, c'est avoir plus de soutien de la part de nos collectivités territoriales pour notamment la mise en place de projets structurants. Donc, c'est ce qu'on souhaite faire, ce qu'on souhaitait faire à l'époque. Voilà, ensuite, bon, les transports, c'est vrai que sur notre territoire, je pense par rapport à d'autres, je pense qu'on a des améliorations à avoir au niveau des moyens de transport et de l'intermodalité qui faciliterait la mobilité notamment. Au niveau financier, c'est vrai qu'hors programme européen, il y a peu d'opportunités de financement, en tout cas sur notre territoire transfrontalier, des petits projets qui peuvent être financés, mais pas de projets structurants et d'accompagnement pour la pérennisation d'actions de projets qui restent quand même des projets sur une durée courte de 3 ans sur les programmes européens. Et la problématique plus spécifique du programme Interreg, c'est le fait d'avoir des avances assez conséquentes à faire avec des recouvrements tardifs, donc qui peuvent aussi peut-être bloquer certaines structures et les décider à ne pas participer à ces projets, ce qui est bien dommage. Voilà. Ensuite, par rapport aux perspectives, donc bien sûr, l'Université Perpignan souhaite continuer la coopération transfrontalière avec nos partenaires et à travers les dépôts de projets. Nous avons des projets qui ont été financés dans certains domaines et qui vont être... Voilà, il y a déjà d'autres projets qui sont en réflexion par rapport à la nouvelle programmation. Nous avons également des formations de diplôme qui sont en cours d'études, comme vous pouvez le voir. Et donc, nous souhaitons quand même tout de même nous orienter vers une structure vraiment pérenne
autour d'un GECT. Donc, nous avons par ailleurs également candidaté à l'appel à projet l'Université européenne. Oui, je peux dire deux Et mots. M. Roussel va dire, voilà, très rapidement, c'était le coordinateur du très projet. rapidement, en réalité, ce projet de l'Université européenne était tourné et axé sur les études transfrontalières. Donc, c'était ce que l'on appelait une Cross-Border European University. Donc, le thème principal, il était thématique, ce projet, et c'était un thème donc, de travail, de coopération transfrontalière. On n'a pas été sélectionné à 2 points près, mais en tout cas, on va continuer à travailler ensemble sous une autre forme parce que les partenaires sont très motivés. Et l'idée, c'est justement de ne pas fonctionner juste sur notre frontière franco-catalane, mais d'envisager, et c'était une des questions tout à l'heure dans les débats, d'envisager les points communs et les points de divergence et les richesses de différents espaces transfrontaliers. Donc, pas seulement notre frontière, mais d'autres espaces et comparer et s'enrichir les uns des autres sur nos différents espaces transfrontaliers. Donc, on va continuer à travailler sous une autre forme sur ce thème-là. Voilà. Merci. Très bien. Merci à vous pour votre intervention. Je vous propose de passer la parole à notre dernière intervenante du matin avant de se donner quelques minutes pour réagir avant la pause déjeuner. Si on n'a pas le temps, on réagira en début d'après-midi. Hein, ne vous inquiétez pas, on aura encore plein de temps. Madame Cédel, si vous voulez bien prendre la parole. Oui, bonjour à tous, merci beaucoup. Je vais d'abord essayer de partager l'écran. Oui. Alors, est-ce que ça fonctionne? Si vous mettez en plein écran, ça devrait être très bien. Voilà. Impeccable. Ça va, tout le monde le voit? Parfait. Merci. Oui, alors je vais essayer de faire vite, même s'il y a beaucoup de choses à dire. On va faire le grand écart donc, entre les espaces de coopération qui ont un pied dans le sud de la France et puis le nord de la France, puisque je vais vous parler de la grande région. Espace qui se trouve à la croisée des frontières entre l'ancienne région Lorraine, donc aujourd'hui partie Lorraine de la région Grand Est, les Länder de Sarre et de Rhénanie-Palatinat, la région Wallonne et le Luxembourg. Donc moi, je suis Frédérique Seidel, je suis secrétaire générale de l'Université de la Grande Région depuis 2016. Et vous le voyez ici, l'Université de la Grande Région est un groupement universitaire transfrontalier qui regroupe 6 universités, l'Université de Lorraine, l'Université de Sarre, l'Université de Trèves, l'Université technique de Kaiserslautern, l'Université de Liège et l'Université de Luxembourg. Ce qu'il faut tout de suite souligner, c'est que, alors, on parle de l'UNIGR. L'UNIGR existe depuis maintenant 12 ans et a été créé dans le cadre d'un projet Interreg entre 2008 et 2012. Donc, il faut noter ici l'influence des collectivités et l'activité des collectivités pour promouvoir cette université transfrontalière. Donc, c'est une université qui s'est développée entre 2008 et 2012 dans le cadre de ce projet. Mais les présidents et recteurs d'université, après le financement Interreg, ont décidé de pérenniser la coopération, pérennisée dans le cadre d'une structure. Il s'agit d'une association de 3 luxembourgeois, donc composée les 6 membres sont les 6 universités que j'ai citées, qui représentent un ensemble de 135 000 étudiants, sachant que depuis juin dernier, nous avons un partenariat associé avec un nouvel établissement, la Hochschule für Technik und Wirtschaft de la Sarre, qui fait qu'on représente à peu près maintenant 141 000 étudiants. Ce qui est important, c'est d'une part la création de cette structure pérenne. Il en existe 2 aujourd'hui à l'échelle européenne avec corps au niveau de la région Grand Est aussi, le Baden-Württemberg et la Suisse, dont on a parlé tout de suite. Et ce qui est important aussi, c'est la stratégie commune qui est
portée par ces 6 établissements et l'appropriation de cette stratégie à l'intérieur des établissements. Alors, je replace un peu la grande région dans son contexte actuel. On parle de création d'une métropole transfrontalière. Je fais le lien aussi avec l'exposé qui avait été fait par Madame Vidal le 26 juin dernier, qui avait bien démontré la mise en place d'une métropole transfrontalière, puisque cette grande région est dominée d'un point de vue économique et social par le Luxembourg. C'est une région qui compte 240 000 travailleurs frontaliers, donc 200 000 qui vont vers le Luxembourg. Et donc, on peut imaginer à partir de là tous les enjeux d'aménagement du territoire, les enjeux économiques et sociaux, mais aussi les enjeux de formation que ça peut comporter. Et donc, l'Université de la Grande Région participe au projet Schéma de développement territorial, donc qui est la mise en place d'une stratégie de développement territorial qui est actuellement en cours. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous parler du rôle de l'enseignement supérieur et de la recherche dans la création de cette métropole transfrontalière. Et j'aimerais bien, si on en a le temps aussi, vous parler de la façon dont je trouve que la crise sanitaire a exacerbé ces enjeux. Alors pour l'Université de la Grande Région, la première chose que je souhaite dire, et ça rejoint un peu la première intervention, j'ai bien aimé l'idée de internationalisation de proximité, et c'est vraiment tout à fait ça. La coopération transfrontalière, c'est vraiment le développement de coopération internationale à petite échelle avec une dimension territoriale. Dans le cadre de l'Université de la Grande Région, vous l'avez vu sur la première carte, c'est une université multisite. Et c'est donc un facteur d'équilibre territorial dans cette grande région, je disais, dominée par le Luxembourg. Donc, cette université multisite contrebalance un petit peu ce contexte territorial. La deuxième chose importante, c'est qu'une université transfrontalière, c'est fatalement un atout d'attractivité pour des étudiants qui viennent hors de cette grande région et qui sont attirés notamment par les cursus transfrontaliers qui leur permettent de découvrir finalement de petites Europes ou une petite Europe en très peu de temps. La troisième chose importante et centrale dans l'évolution de l'Université de la Grande Région, c'est le soutien à la mobilité et aux conditions de vie des étudiants. Dans le cadre de l'Uniger, nous avons créé un statut de l'étudiant transfrontalier qui permet aux étudiants qui sont inscrits dans l'un de nos établissements de participer à des cours, à des enseignements, de suivre des conférences dans d'autres établissements du consortium sans avoir à payer de frais d'inscription. Ça concerne aussi les restaurants universitaires et ça concerne également les bibliothèques. Donc la mobilité est un élément important. C'est un élément qui est devenu crucial au moment de la crise sanitaire. Et pour vous donner un petit exemple, nous avons vécu de façon assez cruelle le problème de fermeture des frontières au niveau de la grande région. Et les étudiants transfrontaliers, au moment où les règles sanitaires se sont enfin, où on a remis en place les navettes transfrontalières, ne pouvaient pas passer la frontière parce qu'ils n'avaient pas le statut de travailleurs frontaliers. Il a fallu batailler en fait auprès des autorités pour qu'ils obtiennent ce statut de travailleurs frontaliers, ce qui nous a fait réfléchir aussi sur la nécessité de mettre en place peut-être même un statut de l'apprenant transfrontalier, au-delà même de l'étudiant transfrontalier. Enfin, la création de formations européennes, on en a parlé aussi lors des premières présentations. Avec la HATEVESA, au niveau de l'Uniger, on réunit environ 30 cursus de formation transfrontaliers qui font de la grande région finalement une région unique en Europe. Donc des cursus transfrontaliers, bilingues ou trilingues, résolument européens. Et ce qui est important
par rapport à ce que je vous ai montré sur la constitution de la métropole transfrontalière, c'est la nécessité d'adapter l'offre de formation aux besoins de l'espace transfrontalier. Qui dit création d'une métropole transfrontalière dit forcément formation de personnel bilingue, de main-d'œuvre de personnel qui acquiert aussi les compétences interculturelles, et tout ça doit être intégré en fait dans les programmes de formation. Enfin, j'en viens à la recherche et l'innovation. Au niveau de l'Université de la Grande Région, nous avons développé un concept que nous avons appelé European Schools. L'idée, c'est de combiner la recherche conjointe, la formation conjointe et les projets en lien avec le territoire, donc des projets d'innovation dans des domaines privilégiés en lien avec l'écosystème d'innovation et surtout pour répondre à des défis sociétaux de la grande région. Donc, dans ce cadre-là, nous avons défini 3 domaines phares que vous voyez s'afficher. Et dans ces 3 domaines, en fait, nous avons un stade d'avancement, disons, différencié en fonction des disciplines. Pour ce qui est du domaine des études sur les frontières, c'est aujourd'hui le plus avancé. Nous avons créé en fait un centre européen de ressources et de compétences sur les études sur les frontières. Dans le cadre d'un projet Interreg, petite parenthèse, l'Université de la Grande Région Association porte ce projet et maintenant donc coordinateur du projet avec les 6 universités partenaires. Et donc, nous avons constaté que dans la Grande Région, il y avait 2600 km de frontières et nulle part ailleurs en Europe, il y avait autant de chercheurs. Il y a 80 chercheurs qui sont spécialisés dans les études sur les frontières, issus de 16 disciplines différentes. Donc, l'idée ici, elle est de créer un centre interdisciplinaire avec d'une part la partie formation, donc la création du Master in Border Studies depuis 2017, une formation en 2 ans qui se fait dans 4 de nos 6 établissements. La deuxième composante, c'est la recherche et la création d'outils de recherche conjoints. Donc, il y en a vraiment un centre de recherche transfrontalier. Et puis, au niveau de l'innovation, le lien avec le territoire, ce que je vous disais préalablement, une partie des chercheurs de ce Center for Border Studies participent à la stratégie territoriale dans le cadre du projet Schéma de développement territorial. Nous sommes en train, alors ça, ce projet-là, c'est un projet qui va durer jusqu'à juin 2022, mais qui est déjà bien avancé et bien structuré. Et actuellement, nous développons une 2e European Schools. Le lancement a été acté en mai 2020 et aujourd'hui, nous avons plusieurs groupes de travail qui se sont mis en ordre de marche et la logique est la même, c'est-à-dire que ce sont des chercheurs des 6 universités qui sont spécialisés cette fois-ci dans les études sur les métaux, sur les métaux et les matériaux dans une économie circulaire. On s'appuie là sur un passé industriel donc qui est une identité forte de la grande région. On se place en réponse à un défi identifié au niveau de la grande région, mais aussi au niveau européen, dans le cadre du Green Deal. Et l'idée, vraiment, c'est de reconsidérer le cycle de vie des matériaux et des métaux, de leur extraction à leur réutilisation pour en faire de nouveaux produits. Donc, on est là dans un contexte pluridisciplinaire et une approche qui transcende les frontières géographiques, les frontières sectorielles et bien sûr les frontières disciplinaires. Voilà, donc j'ai essayé de faire très vite pour ne pas dépasser le temps. J'aurais bien sûr beaucoup plus de choses à dire sur cette dynamique, mais je voulais aussi vous faire part de quelques remarques sur les enjeux de l'enseignement, enfin de la coopération universitaire transfrontalière que je crois exacerbée justement au travers de la crise sanitaire. Je vous ai parlé déjà de la création de statuts d'apprenants transfrontaliers. C'est quelque chose qui a été discuté
lors de la mise en place d'une stratégie territoriale qui s'appelle Business Act de Grand Est, et les acteurs transfrontaliers ont pointé cette nécessité justement de prendre en compte la spécificité des étudiants transfrontaliers et des apprenants transfrontaliers. À cette occasion, je voulais aussi souligner la façon dont la crise a dévoilé toute l'importance de la mission sociale des universités. Ça n'est pas lié forcément aux transfrontaliers, mais ça le touche aussi. Et la façon en fait dont les universités ont d'une part faire preuve de flexibilité et par rapport aux défis technologiques de la systématisation des enseignements à distance, et d'autre part, protéger des étudiants qui étaient démunis face à la situation qu'ils vivaient. Et enfin, je fais une petite parenthèse. Une université comme l'Université de Lorraine a dû distribuer des ordinateurs portables, distribuer des cartes SIM. Et pour moi, ça, c'est toute une partie de la mission des universités dont on a très peu parlé pendant la crise sanitaire, mais qui a été extrêmement importante. La deuxième chose, c'est l'enjeu de la mobilité, parce que en fait, on a quelque chose d'un peu paradoxal. La crise a permis de développer les enseignements à distance, de les généraliser. Et aujourd'hui, on est obligé de plaider pour revenir à la normalisation, je dirais, de la mobilité physique, qui est importante. L'immersion culturelle est importante pour justement former des étudiants européens. Alors la mobilité virtuelle est importante également et est un facilitateur, je dirais, mais la mobilité physique, c'est un peu le propre aussi de ce qu'on peut développer dans nos espaces transfrontaliers, et c'est important aujourd'hui de réintégrer cette mobilité physique. Enfin, je pense que la crise a forcément mis l'accent sur la nécessité de plus coopérer dans le domaine de la santé. Donc nous avons un domaine de coopération dans le domaine de la biomédecine, en lien avec aussi les thématiques de vieillissement de la population. Mais et il y a un très beau projet Interreg aussi de coopération entre les facultés de médecine, mais il est clair que la crise sanitaire a mis en lumière la nécessité de renforcer cette coopération. Et puis la dernière chose, ou l'avant-dernière chose, c'est toute l'importance de développement de spécialisation intelligente transfrontalière pour justement développer, je dirais, le tissu universitaire en cohérence avec le territoire. La toute dernière chose, je pense qu'on en parlera cet après-midi, il s'agit de la nécessité de mobiliser les fonds européens et les programmes européens pour les espaces transfrontaliers. J'ai entendu parler des universités transfrontalières qui étaient en lien avec les universités européennes qui étaient en lien avec le transfrontalier. Nous avons une expérience qui était un petit peu, je dirais, un peu malheureuse de ce point de vue-là, qui ressemble à la dernière expérience qui a été évoquée et qui malheureusement a mis en lumière le fait que la dimension transfrontalière n'était pas réellement prise en compte dans cette initiative université européenne, ce qui est bien dommage. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup pour vos deux interventions, et à Perpignan et sur la grande région. On a le temps de prendre quelques réactions, quelques questions. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Oui, moi j'aurais une question à Madame Seidel, en fait, sur notamment le Rhin supérieur est aussi une région qui a un fort passé en fait avec la mobilité, et pourtant encore aujourd'hui c'est une question qui se pose en fait pour les étudiants que la mobilité ne soit pas, par exemple, qu'il n'y ait pas un frein financier ou à la mobilité des étudiants. Et je voulais savoir si l'UNIGR avait un dispositif pour justement que la mobilité des étudiants soit facilitée en fait d'une université à une autre, que ça devienne un petit peu une réalité quotidienne que d'aller écouter un cours dans une université ou dans une autre.
Alors, donc vous voulez dire au-delà du statut étudiant qui a été exposé. Voilà. On n'a pas d'autres d'autres dispositifs, celui-ci étant déjà très innovant en tant que tel, même s'il a été dupliqué en fait dans d'autres espaces de coopération. Nous avons aussi un autre dispositif qui est celui des fonds de mobilité, c'est-à-dire que à côté du statut étudiant centralisé, il y a les fonds de mobilité c'est-à-dire un budget que chaque université a identifié pour permettre aux étudiants, mais aussi à tout public académique, en fait, d'effectuer une mobilité. Ceci étant, l'enjeu, il reste, je crois, le même, identifié comme vous l'avez fait dans le Rhin supérieur. Ce n'est pas parce qu'il y a des dispositifs qui facilitent la mobilité qu'elle se généralise facilement. Je rejoins aussi ce qui a été dit préalablement sur les formations, l'importance des formations transfrontalières. Moi, je commence à croire beaucoup plus à la mobilité encadrée qu'à la mobilité individuelle et autonome, même si c'est un peu triste à dire, mais je crois beaucoup plus à l'efficacité des dispositifs tels que les formations transfrontalières qui obligent quelque part à organiser cette mobilité, qu'à la mobilité vraiment autonome qui concerne finalement un nombre d'étudiants assez peu élevé. Et donc, j'estime que ça fait partie de notre mission quotidienne finalement. C'est l'enjeu quotidien. On a énormément d'instruments, de dispositifs, d'outils pour préparer la mobilité, mais il reste que la clé, c'est la motivation des étudiants, et c'est quelque chose qui doit s'intégrer, je dirais presque dans la philosophie de chaque université qui participe aussi au consortium. D'autres questions? Moi, j'aurais une question à la Cédelle, purement technique. Vous avez un statut, une IGR, vous avez un statut d'association, c'est ça? Oui. De GECT. C'est un choix qui a été motivé par quoi? Alors, le choix initial était aussi le GECT, mais c'est la loi de l'enseignement supérieur et la recherche du Land de Rhénanie-Palatinat qui ne permettait pas aux universités de participer à un GECT. Sachant que cette loi a évolué en septembre dernier, dernièrement, et là, à partir du mois de septembre, normalement, la porte devrait être ouverte vers un GECT. Honnêtement, je suis juriste de formation, donc j'ai fait aussi une comparaison sur les plus et les moins entre l'association transfrontalière et le GECT. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différences en termes de modalités de gestion. Par contre, je crois beaucoup à la visibilité européenne qu'apporte un GECT et que n'apporte pas évidemment une association transfrontalière. Je pense surtout au pouvoir d'attractivité d'un GECT vis-à-vis des collectivités territoriales. Oui, mais enfin, je sais qu'à notre niveau, ce n'est pas forcément une question. Enfin, tout le monde sait pourquoi, en fait, le milieu politique et les collectivités savent pourquoi ça n'était pas un GECT. Et c'est pas, ce n'est pas un élément plus négatif que ça pour l'instant vis-à-vis, je dirais, du milieu local. Par contre, moi, je crois beaucoup à la visibilité européenne et à l'impact que peut avoir en fait l'idée de GECT et d'une structure à caractère européen, sachant qu'un GECT doit de toute façon se raccorder à un droit national. Bon. Bien sûr. Merci. J'aurais une petite question aussi, Frédéric. Tu évoquais tout à l'heure, je crois, la contribution de l'Université de la Grande Région à l'élaboration de la stratégie de développement transfrontalier de la Grande Région, donc avec les collectivités, voire les autorités nationales. Je me demandais, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur les relations, la manière dont les choses sont structurées ou peut-être même formalisées dans ce cadre? Oui, alors il y a plusieurs niveaux de coopération.
Je disais au départ que l'Uniger, c'est au départ un projet Interreg. Donc, qui dit projet Interreg dit un projet aussi porté par les collectivités locales qui sont gestionnaires d'un programme, un projet politique entre guillemets. Puis, dans la phase de pérennisation, l'UNIGR, dans ses instances, a un conseil politique, c'est-à-dire a des représentants politiques qui forment une instance consultative de l'UNIGR. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, au niveau de la grande région, on a quand même une intensité de coopération et un réseau d'institutions qui est vraiment très, très dense, avec un sommet de la grande région qui travaille à partir de groupes de travail thématiques. Et il y a un groupe de travail enseignement supérieur et recherche composé de représentants des collectivités locales et de l'Université de la Grande Région, et dans lequel, en fait, on fait aboutir des projets conjoints, enfin, bon, des projets qui vont dans le sens aussi du développement territorial. Et puis, dans le cadre du schéma de développement territorial de la Grande Région, là, c'était l'occasion, je dirais, d'investir l'expertise de nos chercheurs spécialisés dans les études sur les frontières et de les faire participer au schéma de développement territorial. Donc là, je dis toujours que l'Université de la Grande Région, c'est un acteur, et à la fois un acteur et un observateur du développement territorial. Et là, on est en plein dedans. J'avais à peu près la même question pour l'Université de Perpignan. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots quelles sont vos relations avec les collectivités territoriales, comment vous travaillez à la coélaboration de projets? Je ne sais pas lequel des deux veut prendre la parole. Je peux en dire deux mots, mais ce sera effectivement un point qu'on va aborder, je pense, cet après-midi, parce que ce qui est criant au vu des différents exposés qu'on a vus, des différentes structures qui existent là et qui ont été présentées, c'est que nous ne bénéficions pas malheureusement d'un support aussi fort de nos collectivités territoriales, il faut être clair. Et en particulier le fait que le GECT Campus Transfrontalier n'ait pas été validé lorsqu'il a été proposé en 2012, venait du fait qu'il y avait une sorte de télescopage entre une politique nationale de région franco-française et cette dynamique transfrontalière. Donc, on va dire, c'est quelque chose qu'on doit développer, sur lequel on doit effectivement travailler, mais pour l'instant, la logique transfrontalière, elle n'est pas vraiment soutenue en local par nos collectivités. Or, bien sûr, nous avons un accompagnement et un soutien lorsqu'on a des projets en termes de lobbying et de conseils, même en termes de logistique, une fois qu'on a les projets, mais c'est vrai qu'on n'a pas un investissement aussi fort que l'on a pu voir donc dans les autres régions transfrontalières qui ont été présentées. Voilà. Il y a quand même un soutien, mais il reste… voilà. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut prendre une dernière fois la parole avant qu'on se sépare pendant une petite heure pour déjeuner? Vous avez tous faim? Très bien. Bon, écoutez, si ça ne frustre personne, je vous propose d'arrêter là pour notre séance de la matinée. Je vous donne rendez-vous à 14 h. Je suis désolée, la pause du déjeuner va être assez raccourcie pour certains d'entre vous qui prenaient peut-être plus de temps habituellement. Je m'en excuse et on s'en excuse tous les animateurs et organisateurs. Et donc cet après-midi, comme vous l'avez fort justement souligné, M. Hussein, on reviendra notamment sur ces coopérations de l'après-midi et de regarder par rapport à la programmation à venir. Et on commencera par faire un petit tour de table sur ce que vous connaissez de votre programmation régionale. Parce que les premiers retours qu'on a montrent une certaine forme de diversité sur la connaissance des programmes tels qu'ils sont en train d'être définis. Et voilà, on aura une séance de travail pour regarder si on a collectivement une volonté
d'avoir quelques prises de position de notre groupe de travail et plus largement du réseau de la MOT par rapport à cette future programmation, bien évidemment sous l'angle des coopérations et du développement des coopérations universitaires transfrontalières. Mais bon, voilà. Et sauf erreur, cet après-midi, il faut suivre un autre lien. Oui, bien pardon. ça, tu confirmes? Donc, normalement, vous avez reçu, ou si ce n'est pas le cas, Raphaël sera là pour vous seconder sur cette question technique. Mais effectivement, on a un lien pour le matin, un lien pour l'après-midi. N'hésitez pas à nous dire si vous ne l'avez pas reçu avant qu'on se déconnecte. Est-ce que tout le monde a le lien pour se connecter cet après-midi? Oui, merci. Bon, très bien. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite un bon appétit et puis je vous dis à tout à l'heure à 14 h. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci. À tout à l'heure. Au revoir.